donc je prends rapidement les questions et puis on sort en te remerciant encore vraiment d'être venu. Quelqu'un demande de Black Talk Channel. Je pose sa question. C'est trop petit là, ça va me faire mal aux yeux. Il demande, vu le contexte du containment, comment avoir des banques commerciales à capitaux locaux avec assez de liquidités? Quel incitatif doit-on s'attendre à l'octroi de nouvelles licences bancaires? Non, par exemple, quand tout à l'heure tu parlais de l'arrivée des banques. Oui, du développement d'un tissu bancaire local, il faut l'étoffer en fait. Il faut, aujourd'hui, le Burkina n'a qu'une seule banque, le Mali, parce que, pardon, il faudrait que dans les années à venir, qu'on ait 3, 4, 5 banques locales qui se développent dans ces pays-là et qui ont justement vocation à s'étendre non seulement dans l'UEMOA, mais au-delà sur les autres marchés qui sont à leur portée. Et si je veux justement répondre à cette question par rapport au containment et la possibilité d'avoir des licences, c'est vrai justement qu'on peut avoir des difficultés à peut-être des obstructions politiques pour l'octroi des agréments. Mais comme tantôt dit, c'est qu'ils sont dans une démarche où ils ont des partenaires. Donc, ils peuvent avoir des poursuites. On a des pays comme le Bénin qui collaborent bien. On a d'autres pays à côté qui sont ouverts. On a la Mauritanie. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le sujet, c'est un sujet qui n'est pas propre à l'AES. Il est général en Afrique, où on n'a pas encore compris qu'il faut créer un capital au niveau local qui permet justement de se financer en interne. Donc, je pense que s'ils vont vers plusieurs autres pays qui ne sont même pas de l'AES, même en Guinée, parce que la Guinée a sa monnaie, mais ils n'ont pas encore compris qu'il faudrait avoir un tissu bancaire assez important parce qu'on n'a pas vraiment de banque guinéenne de référence. La Guinée a sa monnaie, mais elle n'a pas de banque commerciale de référence en Afrique. Or, pourtant, le petit Togo a Ecobank et a d'autres petites banques qui sont encore en émergence. Donc, ce n'est pas forcément lié à la petite taille du pays, c'est lié à la volonté, à la stratégie du pays de pouvoir construire une industrie financière qui soit prospère et qui puisse justement appuyer le développement industriel. Donc, certes, il y a le contournement, mais il y a les moyens de contournement pour pouvoir le faire. Il y a plusieurs moyens, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a beaucoup de banques occidentales qui se retirent, donc elles ont la possibilité de pouvoir racheter soit directement, soit indirectement. Donc, il y a pas mal de petits leviers pour pouvoir contourner un certain nombre d'obstructions qu'on peut avoir de ce côté-là. Donc, maintenant, il y a Eric qui demande. Oui. Ouais. Il y a Eric qui demande, en rapport avec les fondamentaux sur une plateforme, j'ai lu, Eric, attention, j'ai lu M. Fournier parler de préalable sur formation et expérience de ceux qui vont travailler dans les salles de marché. Peut-il développer ce qui concerne l'AES? Oui, en fait, lorsque c'était relativement à la création d'une monnaie, donc lorsqu'on a une monnaie, on devient d'office un acteur du marché financier parce que si on veut dealer à l'international, il va falloir trouver des mécanismes pour pouvoir commercer avec des pays qui n'ont pas sa monnaie. Donc, si on veut avoir du yuan, si on veut dealer avec la Chine qui a du yuan, le CEDI, toutes les autres monnaies, il faut justement avoir à minima une salle de marché où on peut justement monétiser ce qu'on a comme matière première. Donc, techniquement, en fait, il y a des partenaires avec qui il doit falloir dealer. On a ce qu'on appelle des custodiennes. Bon, ça, c'est un peu plus technique. Donc, on a des custodiennes avec qui on doit dealer au quotidien. Le quotidien, en fait, c'est custodienne, bon, je ne sais pas comment dire ça en français. En fait, c'est cet intermédiaire-là de confiance qui permet de garantir à un tiers en Chine que cette facture qu'il émet avec ta monnaie locale, je ne sais pas quel nom ils vont donner à leur monnaie, sera payée, même si elle est libellée en dollars. Donc, parce que dans le commerce international, tout ne se paye pas au cash. En fait, ça ne se paye pas au cash, c'est soit à travers des instruments comme les crédits documentaires, remises documentaires, lettres de change. En fait, on a pas mal d'instruments à l'international qui permettent justement de commercer. Et derrière ça, il y a le sujet de devises. Donc, lorsque quelqu'un a ouvert une lettre de change ou bien un crédit documentaire avec un importateur qui se trouve au Mali, même s'il libelle cela en dollars, le fournisseur ne sera tranquille qu'au moment où
il doit avoir la certitude que cette lettre d'échange sera payée. Et c'est justement à cet instant qu'intervient la notion de garantie. Parce que l'exportateur chinois va se retourner, va solliciter de l'importateur malien ce qu'on appelle une banque de confirmation, c'est-à-dire une banque tiers qui va se dire, OK, donnez-lui la marchandise, s'il ne paie pas, moi je vais le faire. Donc, à un niveau ou à un autre, il y a une garantie qu'on va devoir solliciter et c'est à ce moment-là justement que l'or, tout ça intervient. Et pour ne pas se faire duper, il faut justement avoir des techniciens qui sait aller chercher le prix de l'or sur le marché, qui sait monter les instruments financiers adéquats, qui sait faire le suivi. Parce que non seulement on a ces instruments-là, mais derrière ça, on a d'autres produits dérivés. Donc, s'il faut par exemple faire le FX pour pouvoir couvrir notre or qu'on a peut-être qu'on a vendu à terme, je ne sais pas, à une personne, ou bien le change à lui-même, il faut justement des gens qui comprennent tous les mécanismes pour pouvoir dire, OK, on a une lettre d'échange de 5 milliards de dollars sur un fournisseur qui est en Chine. Voilà comment on va se prémunir des fluctuations, par exemple, du dollar, parce que généralement, on le fait en dollars. On va voir comment on va se prémunir des fluctuations à venir, peut-être sur le dollar. Et si c'est même si à yuan, comment on va se prémunir également à notre fluctuation en interne. C'est-à-dire, lorsque le commerçant malien va ouvrir sa lettre d'échange, il est possible qu'au moment où il a règle que la monnaie peut-être est dévissée de 100%, du coup, il doit payer 2 fois plus en fait. Donc, c'est-à-dire, si initialement, il avait peut-être fait une lettre d'échange de, disons, 1 million de dollars et que localement, on se retrouve peut-être à 5 milliards. Et si la monnaie dévisse, il doit devoir débourser beaucoup plus que les 5 milliards initialement concrétisés sur le registre documentaire ou la remise documentaire, en fait, quel que soit l'instrument qu'il a choisi pour sa transaction. Donc, il va faire plus d'efforts. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut justement un technicien qui comprend tous ces mécanismes-là de commerce international, de couverture d'échange, de trading, de settlement. En fait, il y a pas mal d'opérations dans le schéma où il faut justement quelqu'un qui maîtrise, même les confirmations. Donc, il y a pas mal de choses qu'il faut vraiment quelqu'un qui maîtrise pour pouvoir prendre les bonnes décisions éclairées au niveau des pays africains et spécifiquement de l'AES. Ok. Il y a Bertrand Guégim qui demande la bonne gouvernance n'était pas finalement le premier moyen de création monétaire, mais je pense que tu as répondu. Je voulais la question de Gilles Guimeza. Que pensez-vous de la création de Africa Golden Bank de Foyou? Tu peux répondre comme tu ne peux pas répondre. Non, je vais répondre. C'est une très bonne chose. C'est ça. En fait, le but, c'est qu'en Afrique, on doit avoir beaucoup plus de banques locales, en fait. Parce qu'en Afrique, on a les banques en Afrique et on a des banques africaines. Donc, en termes de banques africaines, on a très peu. Au Cameroun, sur une quinzaine de banques, on a à peine de banques commerciales, on a à peine 5 banques locales. On a, banques locales en termes de Camerounais, on a Afriland First Bank, on a CCA, on a la régionale, on a qui d'autre. Donc, on n'a pas beaucoup. En fait, sur 15 banques, on a à peine 3 qui sont des banques à capitaux camerounais. Donc, la Golden Bank vient comme une banque supplémentaire et je pense que c'est une bonne chose parce qu'elle prendra beaucoup plus de risques pour financer l'économie. Elle apportera de nouveaux capitaux propres qui permettra justement de collecter mieux l'épargne, de prendre plus de risques sur les clients. Et c'est une très bonne chose en fait. C'est une très bonne chose, surtout dans un contexte où on a Société Générale qui se retire et ceux qui vont reprendre ne vont pas forcément reprendre avec la même politique. Donc, une politique un peu plus qui prend plus de risques en termes de portefeuille. Aujourd'hui, au Cameroun, Afriland First Bank porte seul un quart des engagements du pays, ce qui est énorme. Donc, il faudrait qu'il y ait d'autres banques qui arrivent sur le marché qui les aident à porter le risque sur le système financier. Parce qu'à ce jour, il y a des banques qui sont obèses. Donc, c'est une très bonne chose qu'on ait une nouvelle banque. Elle ne vient pas concurrencer, elle vient créer plus de monnaie qui permettra justement à d'autres banques d'être beaucoup plus prospères. Pour dire basiquement, lorsque je vais chez Combien de banques faudrait-il dans un pays comme le Cameroun? En termes de banques locaux, moi, je vois un nombre de 10. Non, vas-y, s'il te plaît. En termes de banques à capitaux camerounais, moi, je pense que la taille où les choses deviennent intéressantes, c'est quand on en aura 10, des banques à capitaux camerounais. Ça, à cette taille-là, je pense qu'on aura pas mal de Les États-Unis ont environ 12 000 banques pour 400 millions d'Américains. Est-ce que le ratio de 10, bon, je veux dire que, est-ce que 10,
c'est pas vraiment rien, une goutte d'eau dans la mer. Non, en fait, 10, c'est au moment où les choses commencent à devenir un peu... Parce qu'actuellement, on en a... je peux dire Parce que qu'on a... quand je sors de chez moi, Oui. je parcours, si je parcours, donc il y a une grande avenue là, je roule là-dessus 10 minutes. Je te jure qu'en 10 minutes, si je commence à compter les banques à gauche et à droite, ça dépasse 100. Pourtant, Oui, aucune ne ferme. je connais avec toi. C'est de très grandes agences avec des parkings. Oui. Comment, par exemple, tu prends un quartier comme Bonamoussadi, avec tout ce qui vit là-dedans, tu n'as pas, tu as peut-être 3 ou 4 banques, hein, Société Générale, Ecobank, Afriland Bank, et puis, que sais-je, peut-être UBA. Est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à 100 banques à capitaux camerounais sur un marché comme le Cameroun? Privé d'abord, avant qu'on parle des banques publiques. Oui, en fait, je parle déjà de l'existant. Pour dire si on fait déjà tel pas, ça commence à devenir intéressant. Ça ne veut pas dire c'est le terminus. Je parle en fait de dire aujourd'hui, on a à peine une banque et demie parce que, regarde, ce n'est pas la géographie, c'est qu'aujourd'hui, on a Afriland First Bank, qui est la seule banque qui est vivante. Bon, qui est vivante, oui. On a la régionale qui vient d'arriver, mais qui balbutie encore. Elle s'adapte encore au marché bancaire. Pareil pour CCA qui s'adapte encore au marché bancaire. UBC, elle est en redressement, elle est en administration provisoire. Et c'est tout. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié une, mais c'est presque tout. Donc, vraiment, une banque qui peut vraiment porter, qui a des ressources importantes, on n'en a pas beaucoup au Cameroun. Et je comprends, mais la nuance aussi au États-Unis, c'est qu'il y a toutes ces banques, mais il y a les majors, c'est-à-dire lorsque tu as compté, lorsque tu sommes la part de marché de US Bank, de Wells Fargo, de Bonnier, Bank of New York, ouais, je crois qu'ils sont peut-être 4 ou 5 qui ont pratiquement 60% du marché. Et le reste, justement, essaie de grignoter des banques locales, les choses comme ça. Donc, même en France, c'est un peu la même architecture, c'est-à-dire lorsque tu as fini avec BNP, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, qui sont 5, elles partagent 80% du marché. Mais il y a d'autres banques, des sous-banques, Crédit Coopératif, pas mal de... Je ne suis pas d'accord avec toi. Ah bon? Ce n'est pas le cas en France? Ou bien aux États-Unis? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Oui. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que, regarde, je vais me mettre un peu à l'antenne. Bon, on va discuter gentiment. J'espère, on aura tout le matériel. Je vais prendre vraiment la voiture et je vais parcourir l'Amérique là, vraiment. Elle ne s'arrête pas à New York, à Washington, etc. Je vais te montrer, tu vas voir comment je parcours une avenue où il y a des industries et de l'immobilier, des centres commerciaux, etc., des entreprises de transport qui ont des parcs, trucs. Bon, l'avantage des États-Unis, c'est que souvent, quand les banques financent des activités, elles sont autorisées à mettre c'est-à-dire que ça a été financé par telle banque, ça a été financé par telle banque pour leur publicité. Ouais. Par exemple, je peux conduire de Chicago pour aller à Racine, là où Microsoft va construire un data center qui va faire 10 000, qui va faire presque 20 000 emplois. Là. Mm-hmm. Tu vas voir que de deux côtés déjà sortent de terre des centres commerciaux, etc., etc. Et quand tu passes dans ces centres commerciaux-là, donc tu peux voir qui a financé, parce que je ne sais pas si c'est une obligation légale. Ouais. Et je peux te dire que je l'ai fait. Je me suis arrêté pratiquement pour regarder les hôtels qu'on construit, les centres commerciaux qu'on construit, les transporteurs qui mettent ceci là, etc. Tout, les gars, tout ce qu'on construit là. Tous ceux qui ont financé ça, c'est toujours des banques régionales, des community banks, des banques régionales, des community banks, des pools d'établissements de microfinance. Elles se constituent en pools. Je n'ai pas vu les banques nationales. C'est-à-dire que ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les banques, les grandes banques que tu as citées là, je suis d'accord avec toi, qu'elles ont une part de marché importante. Mais elles font dans la banque à un autre niveau. C'est très réglementé par l'État. Je vais dire que quoi? Quand une banque comme par exemple Old National Bank, qui est une banque régionale, va donner un crédit d'1 milliard, par exemple, pour qu'un entrepreneur construise
un complexe hôtelier à côté de cela, là, lui, le crédit d'1 milliard, là, il ne va pas le garder, en fait. C'est un prêt hypothécaire sur 30 ans. Ouais. Il va le reprendre maintenant et il va le à des plus grandes banques comme celles que tu as citées. Ce qui fait qu'en fait, quand on regarde le total, oui, en termes de total bilan, elles concentrent la majorité parce qu'elles deviennent en fait comme des banques qui portent les petites banques. Mais sur le terrain, ouais. Parce qu'on a beaucoup de petites banques bien organisées, régionales, communautaires, etc., etc., ces banques-là, la régulation est conçue de manière qu'elles reportent leurs activités vers les plus grandes banques. Donc, les plus grandes banques ne vont pas chercher les affaires. Tu vois ce que je veux dire un peu. Or, chez nous, si on veut appliquer ça, si on avait mis par exemple un système de banque régionale et que chaque région du Cameroun avait 5 banques régionales en capitaux camerounais, ça ferait 50. À ce moment, Afriland Bank, par exemple, n'irait pas financer quelqu'un qui veut construire une station-service à Bafoussam ou en Konsamba. La personne construirait la station-service, donnerait un prêt hypothécaire, mais le prêt hypothécaire serait par la suite revendu à discount à Afriland Bank, et Afriland Bank serait à peu près comme la mère des banques. Bon, ça se ressentirait parce que son total de bilan va grandir. Je ne sais pas si je me suis un peu bien expliqué, si je me fais un peu bien comprendre. C'est pour ça que je dis encore, est-ce que chez nous, 10 banques, ce n'est pas une usine à gaz? Justement, en fait, hein, il y a justement cette hiérarchie-là. Chez nous, ce que tu appelles les community banks, là, c'est représenté par les microfinances. Donc, c'est un peu la même architecture. On a près de 400 microfinances au Cameroun actuellement qui sont chargées justement de se financer, de faire ce financement de proximité là. Donc, lorsque je parle de 10 banques. Elle ne participe pas au marché interbancaire et elle ne peut pas se refinancer à la banque centrale. Justement, ça, c'est justement des choses les microfinances ne participent pas au marché interbancaire, elles ne peuvent pas se refinancer. Ça, c'est des choses qu'il faut développer en fait. Justement, ça, c'est des choses qu'il faut développer parce qu'aujourd'hui, si la microfinance est encore assez embryonnaire, et je pense justement qu'il faut la développer. Mais quant à la loi de Pareto, c'est-à-dire les 80% qui tiennent, les 20% qui tiennent 80% du marché, c'est toujours autour de 10, maximum 15, qui sont vraiment les big, quoi. Mais je suis d'accord avec toi justement qu'il y a justement ces petits qui font un travail de proximité dans les financements, dans toutes les opérations bancaires. Et c'est un gros sujet. Chez nous, c'est comment pérenniser les microfinances. Quelles sont les transformations à leur apporter pour qu'elles puissent non seulement se pérenniser, mais mieux se développer et mieux financer l'économie camerounaise pour le cas d'espèce. Et c'est pareil dans les pays de l'AES. Donc, lorsque je parle par exemple de l'écosystème financier, il n'y a pas vraiment que les banques, il y a aussi les microfinances, mais qu'il faut améliorer parce qu'elles sont toujours dans le modèle vraiment de base d'il y a 40 ans. Donc, il faut faire évoluer ces institutions-là qui ont un maillage territorial assez important, qui ont aussi l'expérience de la proximité. Parce que chez nous, on a un souci, c'est l'économie informelle. Or, la banque ne va pas employer un gars qu'elle paye 800 000 francs le mois pour aller gérer les affaires de 40-50 000 au quartier, en fait. Donc, les microfinances sont faites pour gérer cette proximité avec des acteurs de petite taille, donc du secteur informel, et qui parfois emploient les méthodes que la banque n'emploierait pas. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un veut faire un recouvrement, si dans les microfinances, l'approche qu'il utilise, le banquier ne le ferait pas, parce que le banquier, justement, s'expose à des sanctions, à plein d'autres risques qu'elle ne voulait pas prendre. Donc, les microfinances ne vont pas remplacer les banques sur ce petit segment. Et c'est justement le but justement de pouvoir améliorer les microfinances et faire des banques qui les chapeautent pour que l'ensemble fasse une meilleure cohérence pour le financement de l'économie. Ah oui, je vois un commentaire. J'ai une dernière question. Est-ce que parce que tu ne penses pas, par exemple, au Cameroun, ça va toujours dans le sens de l'AES, hein? Bon, il y a Yves là quand même qui tape Google et qui envoie des données et des informations que je te poste. Oui. Ça, c'est égal aux microfinances. On en a 400 au pays, les microfinances. On en a 400 au Cameroun, donc en termes de proportion, on est dans le même. Bon, par exemple, que penses-tu, toi, demain, Yannick, ministre des Finances au Cameroun?
est-ce que tu ne penses pas qu'il faut dire, voilà, nous avons 400 établissements de microfinance. OK. Par exemple, est-ce que le gouvernement ne peut pas dire les 400 établissements de microfinance, je mets l'argent sur la table pour les accompagner, pour qu'elles fusionnent. Ça veut dire que sur les établissements de microfinance, là, on sélectionne les 300 premières. On les fait fusionner disons, on sélectionne, dans un premier temps, disons, on sélectionne 200. On les fait fusionner par 10, par 10, par 10. Ça fait 20 banques populaires. Ça veut dire que, comme tu dis qu'elles ont un maillage du territoire qui est intéressant. Regarde en France, les caisses centrales de banque populaire, caisse centrale du crédit agricole, caisse centrale et locale du crédit mutuel. Donc, on les construit sur le modèle des caisses de crédit mutuel, caisses de crédit agricole, caisses de banque populaire. Donc une caisse centrale et des démembrements locaux. Et à partir de ce moment, ils deviennent des banques populaires. Et là, tu sors 400 établissements de microfinance, tu en restructures 300 et avec ça, tu fais 20 banques, par exemple. Tu les fusionnes par 15 en moyenne et tu fais 20 banques. Là, tu te retrouves avec 20 banques à capitaux camerounais ayant déjà des assets, dont des actifs, la clientèle, etc., et qui commencent à participer au marché interbancaire, qui commencent à participer au refinancement au niveau de la banque centrale et qui commencent à proposer des taux bas, etc., et qui mettent la pression sur les grandes banques qui sont pratiquement endormies et qui peuvent commencer à déployer un financement de proximité. Je prends un exemple. Est-ce que la BICEC donne le financement à un entrepreneur qui est situé à Bouddha chez moi? Je ne pense pas. Est-ce que la BICEC donne le financement à un entrepreneur qui est situé Yves, calme-toi, qui est situé à Bafang? Je ne pense pas. Mais si demain, on met un système comme ça et que ces banques-là deviennent des banques populaires, est-ce que, comme elles sont déjà installées à Bafang depuis 20 ans où elles travaillent, elles ne vont pas penser d'abord à financer l'économie de Bafang? Voilà la question. Ça, c'est la dernière. Mais à permettre que je poste ce qu'il écrit là. Donc, Oui, il faut poster, c'est important que je lise au moins ce qu'il écrit. S'il y a des réponses, je les apporte. OK, bon, je prends d'abord Yves avant de revenir. Yves dit il y a 4111 community bank. Yves, fait les ratios, tu vois. On a, Yves, regarde, on a 157 banques. Maintenant, regarde les majors. Il faut chercher combien de banques ont 60% du marché bancaire américain. Tu m'envoies le chiffre également. Combien de banques ont 60% du marché bancaire américain? Tu vois, tu me donnes le nombre. Maintenant, si je reviens sur le marché camerounais, pour ta question, Élisée, tu as totalement raison. Hein. Lorsque je dis 10 banques, à partir de 10, ça devient intéressant. Ça dit qu'en fait, qu'on peut justement transformer des microfinances qui ont des choses qui sont, des actifs qui sont fusionnables. Donc, on peut les choisir et qu'elles fusionnent. Et qu'in fine, justement, on a des banques... on a plusieurs autres banques justement qui émergent justement de ces microfinances. Ça, c'est une vraie solution qu'on peut implémenter au niveau du Cameroun. Par contre, la petite nuance, c'est qu'il y a des banques en fait qui ont des rôles spécifiques, tu vois, qui sont là pour gérer un point de proximité que la banque ne ferait pas. Je te prends l'exemple du recouvrement, par exemple, c'est-à-dire les méthodes que microfinance emploie pour recouvrer des créances impayées, la banque ne les emploierait pas parce qu'il y a un niveau de risque que la banque ne prendrait pas. Donc, il y a des micro-choses que le coût d'exploitation de la banque ne permet pas d'aller en fait. Donc, la banque a un coût d'exploitation assez élevé pour pouvoir non seulement prendre certains risques, mais aussi pour pouvoir jouer un peu avec les frontières de la loi, tu vois, dans certaines opérations courantes. Et y compris même, parce qu'on a quelque chose aussi qu'on ignore, c'est que les tarifs bancaires sont réglementés par le MIFI et pas forcément ceux des microfinances. Donc, ce qui fait qu'elles ont pas mal de petites choses qu'elles font en tant que microfinance et que quand elles passent banque, ça quitte en fait. Et non plus ces manœuvres-là. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, la régionale, elle est passée banque, mais elle fait moins de bénéfices que lorsqu'elle était microfinance. Parce qu'il y a un coût d'exploitation qui augmente et à côté, justement, il faut beaucoup plus d'expertise dans la gestion du risque, beaucoup plus d'expertise dans beaucoup de domaines. C'est une formation beaucoup plus performante, beaucoup plus exigeante. Donc, lorsqu'on passe banque, il y a un certain nombre d'exigences qui font que lorsqu'on regarde l'historique des microfinances qui sont passées banque
plusieurs n'ont pas pu tenir en tant que banque. Donc, pour pouvoir consolider les microfinances en banque, il faut pouvoir faire des études sur la nature de leurs actifs, qu'est-ce qu'ils ont comme portefeuille de crédit, qu'est-ce qu'ils ont comme portefeuille de dette, en termes d'épargne, qu'est-ce qu'ils ont dans le package comme volume d'épargne. Donc, il y a pas mal d'analyses à faire pour pouvoir justement aboutir à cette consolidation-là. Mais c'est une idée vraiment qui est totalement bonne, qui est justement ce qu'il faut faire pour avoir plus de banques. C'est qu'on peut sélectionner sur le tas des microfinances qui sont fusionnables. J'insiste sur le mot fusionnable parce que ce n'est pas toutes les microfinances qui sont fusionnables. De par les formes juridiques, on a des coopératives, on a en fait, on a plusieurs types de microfinances parce qu'elles sont microfinances, mais je crois qu'il y a 3 catégories. Donc, celles de la catégorie 1, elles sont beaucoup plus fusionnables. Par contre, celles de la catégorie 3, un peu moins. Donc, il y a tous ces enjeux-là qu'il faut regarder justement pour pouvoir faire ces consolidations-là. Non, ok. Je te remercie beaucoup. On est parti sur une émission qu'on a calibrée à 1 heure. On a tout fait, on a réduit le questionnaire pour 1 heure, mais je t'ai bien dit que la demande est tellement grande en termes auprès des Camerounais que tu as vu que même Jérôme Atangana, un vieux journaliste de la CIA TV, qui regardait l'émission, t'a envoyé un je te remercie. Je peux poster son commentaire là, voilà, ça c'est pour toi. Voilà, Okay. voilà, mais pour cette excellente émission. Merci, je remercie. Maintenant, il faudrait qu'il t'invite sur la CIA TV où le ton est souvent différent, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je présume les contraintes là-bas. Merci vraiment d'être venu, merci pour le temps que tu as sacrifié. On avait dit qu'on va tout faire pour faire 1 heure, mais tu as vu qu'on a fait 2 heures. C'est parce que là, la demande, les gens veulent comprendre. On regarde nos télévisions, ça laisse à désirer parfois avec les sujets qu'on couvre là. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que tu viens. J'espère que comme tu es venu une fois, j'ai vu Yves très actif. J'espère qu'on aura Yves la prochaine fois pour qu'il vienne nous parler de tout ce qui est technologie quand même. Qu'on a quelqu'un du MIT, il doit venir ici nous parler de tout ce qui se passe avec les Elon Musk, les SpaceX, etc., etc. C'est lui qui connaît bien ces choses-là. J'espère que comme tu es venu là, bon, ça va faire venir d'autres personnes et vraiment, je remercie pour la qualité de tes analyses, les explications que tu as données. Beaucoup de gens de l'AES, de leurs responsables ont regardé cette émission, je le sais, et c'est vraiment avec plaisir. Et si jamais il veut requérir ton expertise, on se ferait un plaisir de les diriger tout droit vers toi pour que, voilà, vous puissiez échanger. Merci beaucoup, Yannick. Merci à toi, Élisée. L'émission sera finie. OK. Tu as quelque chose, tu conclus, hein? Et puis l'émission est finie. Conclu, je voulais juste te dire merci à tous les gens qui ont interagi. Ça a rendu l'émission beaucoup plus vivante. Donc, c'est une bonne expérience. Donc, je crois que si les gens ont des questions, ils peuvent tout continuer à poser sur le fil de YouTube. Donc, peut-être Élisée pourra me les remonter et je pourrai répondre, quoi, même si c'est tout dans un commentaire ou tout. Donc, je suis disponible pour entrer en détail sur certains points que j'ai peut-être évoqués, qu'il faut peut-être mieux éclairer. Donc, merci à tous et merci à toi, Élisée. Merci beaucoup, Yannick. Merci d'être venu. Merci.